On s'est moqué de ma robe simple, on a ri quand je me suis assise à la table des obligés. La mariée arrogante m'a traité de « personne ». Mais quand le marié milliardaire s'est arrêté en pleine cérémonie et a murmuré mon nom, les rires se sont tus. Personne ne savait que j'étais une riche héritière cachée, ni que ce marié était sur le point de me choisir, moi, plutôt que sa parfaite fiancée. Avant de plonger dans le vif du sujet, abonnez-vous, parce que cette histoire de vengeance est absolument dingue. Activez les notifications. Vous n'allez pas croire à quelle vitesse un mariage peut s'effondrer quand les secrets éclatent au grand jour. Laissez un commentaire si on vous a déjà sous-estimé. Maintenant, laissez-moi vous raconter le mariage le plus dramatique auquel j'ai jamais assisté. Je m'appelle Chloé Moreau, et je vais vous raconter une histoire qui me semble encore surréaliste, même des mois après. Vous voyez, la plupart des gens qui entendent mon nom de famille pensent immédiatement au groupe Moreau, cet empire qui pèse des milliards d'euros et qui possède des hôtels, de l'immobilier et des entreprises technologiques dans tout le pays. Oui, cette famille Moreau. Mon père, Gérard Moreau, est l'un de ces milliardaires dont on lit les noms dans le magazine Challenge. Mon grand frère, Antoine, dirige la moitié de l'entreprise familiale. Et moi? Je suis le mouton noir qui a tout plaqué. J'ai quitté cette cage dorée il y a 6 ans, quand j'ai eu 21 ans. Je ne supportais plus les sourires hypocrites, les conversations superficielles, la façon dont les gens ne voyaient que des signes d'euros quand ils me regardaient. Chaque amitié semblait transactionnelle. Chaque relation ressemblait à un contrat d'affaires. Alors, j'ai disparu. J'ai changé de numéro de téléphone, j'ai déménagé dans un appartement modeste à Lyon, et j'ai commencé à travailler comme graphiste indépendante sous un autre nom. Ma famille était anéantie, surtout Antoine. Mais j'avais besoin de respirer. J'avais besoin d'être juste Chloé, pas Chloé Moreau, l'héritière d'une fortune. La seule personne qui connaissait ma double vie, c'était Antoine. On se voyait en secret une fois par mois dans ce petit bistrot de quartier que personne de notre monde ne fréquenterait jamais. Il détestait me voir vivre dans un studio minuscule, travailler tard le soir pour payer le loyer, manger des pâtes au pesto plus souvent que je ne voudrais l'admettre. Mais il respectait mon choix. C'est le genre de frère qu'il était. Pendant 6 ans, j'ai vécu discrètement. Je me suis fait de vrais amis. Des gens qui m'aimaient pour mes blagues nulles et ma capacité à regarder des séries entières d'une seule traite, pas pour mon compte en banque. Ma meilleure amie, Élise, était l'une de ces personnes. Elle pensait que j'étais juste une artiste un peu fauchée qui essayait de percer en ville. Et d'une certaine manière, c'était le cas. Élise et moi nous sommes rencontrés à un cours d'art municipal, nous nous sommes liés d'amitié grâce à notre amour commun pour la télé-réalité bas de gamme, et nous sommes devenus inséparables. Elle n'avait aucune idée de qui j'étais vraiment, et c'est précisément pour ça que notre amitié était si précieuse à mes yeux. Il y a 3 semaines, Élise m'a appelée, la voix pétillante d'excitation. Sa cousine se mariait au domaine de Vallombreuse, l'un des lieux les plus exclusifs de la région. Elle avait besoin de moi là-bas pour un soutien moral car, selon ses propres mots, ma famille est pleine de snobs qui vont me faire sentir comme une moins que rien, et j'ai besoin de ma meilleure amie pour ne pas devenir folle. Comment aurais-je pu refuser? Le problème, c'était le domaine de Vallombreuse. Je connaissais cet endroit. Ma famille y avait organisé des événements. Les cercles élitistes que j'avais fuis le fréquentaient assidûment. Mais Élise me suppliait, et je me suis dit que les chances de tomber sur quelqu'un qui me reconnaîtrait après 6 ans étaient minces. J'avais changé. Fini les tenues de créateur. Fini le maquillage professionnel et les coiffures sophistiquées. C'était juste moi. Simple, à l'aise. Comment aurais-je pu refuser? Le problème, c'était le domaine de Vallombreuse. Je connaissais cet endroit. Ma famille y avait organisé des événements. Les cercles élitistes que j'avais fuis le fréquentaient assidûment. Mais Élise me suppliait,
et je me suis dit que les chances de tomber sur quelqu'un qui me reconnaîtrait après 6 ans étaient minces. J'avais changé. Fini les tenues de créateur. Fini le maquillage professionnel et les coiffures sophistiquées. C'était juste moi. Simple, à l'aise. Le jour du mariage arriva, et j'ai choisi ma robe bleue poudrée préférée. Ce n'était rien d'extravagant, juste une robe douce et fluide que j'avais achetée dans une petite boutique pour 60 €. Aucun bijou, à l'exception d'un simple bracelet en argent qu'Élise m'avait offert pour mon anniversaire. J'ai relevé mes cheveux en un chignon flou et voilà. Élise est venue me chercher, l'air nerveuse dans sa robe rose poudrée, et nous avons roulé ensemble jusqu'au domaine. Entrer dans le domaine de Vallombreuse, c'était comme replonger dans un monde que j'avais lutté pour quitter. Des lustres en cristal pendaient de plafonds incroyablement hauts. Les jardins étaient décorés de milliers de roses blanches et de rubans dorés. Des sculptures de glace scintillaient près des fontaines de champagne. Les femmes dégoulinaient de diamants et de robes de créateurs. Les hommes portaient des costumes sur mesure qui coûtaient plus que le loyer mensuel de la plupart des gens. Et moi, j'étais là, dans ma robe à 60 €, me sentant étrangement libérée par ma simplicité. La famille d'Élise nous est tombée dessus immédiatement. Sa tante Nathalie m'a jeté un regard et a haussé un sourcil parfaitement épilé. « Élise, ma chérie, qui est ton amie ?» La façon dont elle a prononcé le mot « amie » le faisait sonner comme une insulte. Élise m'a présenté, et j'ai vu le regard de Nathalie passer de ma robe simple à mon cou nu, puis à mes ballerines plates. Le jugement fut instantané et flagrant. « Quelle simplicité !» a dit Nathalie avec un sourire pincé, avant de s'éloigner d'un pas léger pour saluer quelqu'un de plus important. On nous a indiqué nos places, et j'ai dû retenir un rire en réalisant où ils nous avaient mises. La toute dernière table, coincée dans un coin près de l'entrée de service. Élise appelait ça « la table des obligés », là où l'on place les invités qu'on est obligé d'inviter mais qu'on ne veut pas vraiment voir. Autour de nous étaient assis des parents éloignés que personne ne connaissait et des accompagnateurs dont tout le monde se fichait. En fait, c'était parfait. Loin des projecteurs, à l'abri des regards critiques. Mais l'univers en avait décidé autrement. Pendant le vin d'honneur, alors qu'Élise et moi goûtions des verrines ridiculement petites qui devaient coûter 50 € pièce, j'ai senti des regards sur moi. Je me suis retournée pour voir 3 femmes en robe de demoiselles d'honneur Bordeaux assorties, qui me fixaient comme si j'étais une bête de foire fascinante. Celle du milieu, une grande blonde avec un visage qui criait « On ne m'a jamais dit non de ma vie », s'est approchée, ses amis la flanquant comme des gardes du corps. « Oh, ma chérie », dit-elle, la voix dégoulinant d'une fausse douceur. « Elle est si originale, ta robe. Où l'as-tu trouvée ? » Dans une friperie. Ses amis gloussèrent sur commande, comme des marionnettes bien dressées. Élise s'est avancée, sur la défensive. Sa robe est très belle, Mélanie. Tout le monde n'a pas besoin de dépenser des milliers d'euros pour être élégant. Mélanie a complètement ignoré Élise, ses yeux rivés sur moi. Et pas de bijoux ? Même pas des boucles d'oreilles ? Tu essaies de faire passer un message ou c'est tout ce que tu pouvais te permettre ? D'autres gloussements de son cœur. J'ai souri calmement. Je préfère la simplicité. C'est plus confortable. Confortable, a répété Mélanie comme si j'avais dit quelque chose d'hilarant. Eh bien, au moins tu es honnête sur tes contraintes budgétaires. Avant que je puisse répondre, la mariée en personne est apparue. Inès de la Roche. Je l'ai reconnue immédiatement grâce à sa présence sur les réseaux sociaux. Elle avait des millions d'abonnés qui la regardaient vivre sa vie parfaite en ligne. En personne, elle était encore plus stupéfiante que sur ses photos retouchées, portant une robe de mariée qui coûtait probablement plus cher qu'une voiture. Tout en elle criait la richesse, le statut et la supériorité. Inès m'a toisé de haut en bas avec un dédain non dissimulé. Les filles, soyez gentilles.
Tout le monde ne peut pas s'offrir des vêtements de créateur. Elle l'a dit assez fort pour que les invités à proximité l'entendent et se tournent vers nous. Nous devrions être bienveillants envers les moins fortunés. La condescendance dans sa voix était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Puis elle a fait quelque chose qui m'a glacé le sang. Elle a sorti son téléphone, s'est positionnée à côté de moi et a pris un selfie. Ce sera parfait pour mes réseaux, a-t-elle annoncé. L'avant et l'après de la richesse, une représentation visuelle. Elle tapait déjà sur son écran en s'éloignant, et en quelques secondes, j'ai vu plusieurs invités consulter leur téléphone et me lancer des regards amusés. Élise a sorti son téléphone et me l'a montré. Inès avait déjà posté la photo avec la légende, même les cas sociaux assistent au mariage. #jour de mariage, #vie bénie, #reconnaissante. Je suis tellement désolée, a murmuré Élise, le visage rouge de montée de colère. On peut partir. On n'est pas obligé de rester pour ça. Mais quelque chose en moi avait changé. J'avais passé 6 ans à éviter ce monde, mais voir ces gens cruels et superficiels, me rappelait pourquoi j'étais partie. Et soudain, je n'avais plus envie de fuir. Je voulais voir comment ça allait se terminer. On reste, ai-je dit à Élise. Laisse-les s'amuser. Ce qu'aucune d'entre elles ne savait, ce que personne dans ce domaine ne savait, à part peut-être l'univers lui-même, c'est que ce mariage était sur le point de devenir le désastre le plus mémorable de la saison mondaine. Parce que je venais de reconnaître le marié sur les photos disposées un peu partout. Julien Martel. Mon cœur a failli s'arrêter quand j'ai vu son visage sur le panneau de bienvenue. Julien Martel, le meilleur ami de mon frère Antoine de la fac, l'homme qui avait pratiquement vécu dans notre hôtel particulier pendant leurs études parce que sa propre famille n'avait rien. L'homme qu'Antoine avait pris sous son aile, dans lequel il avait investi, qu'il avait aidé à construire sa carrière à partir de rien. La dernière fois que j'avais vu Julien, j'avais 19 ans, un appareil dentaire et un sens de la mode épouvantable, me cachant dans la bibliothèque chaque fois qu'il venait, parce que j'avais le béguin le plus évident du monde pour lui. Il ne m'avait jamais remarqué. J'étais juste la petite sœur gauche d'Antoine. C'était il y a 7 ans. À l'époque, Julien était ambitieux mais humble, reconnaissant pour chaque opportunité qu'Antoine lui donnait. Maintenant, apparemment, il était un marié milliardaire épousant une princesse des réseaux sociaux au domaine de Vallombreuse. Beaucoup de choses avaient changé. La cérémonie était sur le point de commencer, et les invités se dirigeaient vers le jardin où des chaises blanches étaient disposées en rangée parfaite face à une arche couverte de fleurs. Élise et moi avons pris nos places au tout dernier rang, bien sûr, et je me suis surprise à ne pas pouvoir détacher mon regard de l'autel. Est-ce que Julien me reconnaîtrait seulement? J'avais tellement changé. L'adolescente maladroite avait disparu. J'avais mûri, appris qui j'étais en dehors de mon nom de famille. Pourtant, mes mains tremblaient légèrement pendant que j'attendais. La musique a commencé. Le cortège s'est mis en marche. Les demoiselles d'honneur flottaient dans l'allée dans leurs robes bordeaux, y compris Mélanie, qui m'a lancé un dernier regard méprisant en passant. Puis le marié est entré par le côté, et il était là. Julien Martel n'était plus l'étudiant enthousiaste dont je me souvenais, il était devenu quelqu'un qui commandait l'attention sans effort. Grand, confiant, magnifique dans son costume parfaitement taillé. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une tristesse peut-être, ou une résignation, qui ne correspondait pas à la joie d'un homme sur le point d'épouser l'amour de sa vie. Il a pris sa place à l'autel, et la marche nuptiale a commencé. Tout le monde s'est levé quand Inès est apparue à l'entrée, et je devais admettre qu'elle ressemblait à une princesse de conte de fées. Sa robe était un chef-d'œuvre de dentelle et de cristaux, son voile traînant derrière elle comme un nuage. Elle a descendu l'allée avec le sourire de quelqu'un qui a gagné le gros lot de la vie, ses yeux fixés sur Julien avec une satisfaction possessive. Mais Julien ne la regardait pas. Ses yeux avaient trouvé quelqu'un dans la foule, et il s'était complètement figé.
J'ai vu son expression passer d'une indifférence polie à un choc, puis à quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Et puis, avec une secousse qui a traversé tout mon corps, j'ai réalisé qu'il me regardait. Moi. Nos regards se sont croisés à travers le jardin, à travers des centaines d'invités, à travers des années de séparation. J'ai vu la reconnaissance jaillir sur son visage, suivie par l'incrédulité. Ses lèvres se sont légèrement entr'ouvertes, comme s'il allait dire quelque chose, mais ne trouvait pas les mots. Inès a atteint l'autel, son sourire vacillant en remarquant la distraction de Julien. Elle s'est retournée pour voir ce qu'il fixait, ses yeux balayant la foule pour finalement s'arrêter sur moi avec confusion et irritation. Le prêtre a commencé à parler. « Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, nous sommes réunis aujourd'hui. » Mais Julien n'écoutait pas. Il me fixait toujours, le visage pâle, sa respiration visible même de là où j'étais assise. Le prêtre a continué, ignorant la distraction du marié. Inès a essayé de prendre les mains de Julien, mais il n'a pas réagi. Julien, a chuchoté Inès assez fort pour que les premiers rangs entendent. Qu'est-ce qui ne va pas? Il cligna des yeux, semblant se souvenir de l'endroit où il se trouvait. Mais au lieu de se retourner vers sa fiancée, il s'écarta d'elle. Il s'avança jusqu'au bord de l'autel, ses yeux ne quittant jamais les miens. Et puis il parla dans le micro, sa voix portant à travers tout le domaine. Chloé. Chloé Moreau. Le temps s'est arrêté. Les 300 invités se sont retournés sur leurs chaises, essayant de trouver qui était cette Chloé Moreau. La tête d'Élise se tourna brusquement vers moi, ses yeux écarquillés d'incompréhension. Moreau? Ton nom de famille, ce n'est pas Moreau, si. Je ne pouvais plus parler, plus bouger. Je suis restée là, figée, alors que chaque personne dans ce jardin me dévisageait. La voix d'Inès a percé le silence, tranchante et paniquée. Julien, qui est Chloé Moreau? De quoi tu parles? Les murmures ont commencé alors. Moreau. Le groupe Moreau. Cette famille Moreau. Des invités ont sorti leur téléphone. Certains cherchaient clairement le nom, d'autres chuchotaient à leurs voisins. La famille de la mariée avait l'air confuse et en colère. Mais Julien a ignoré tout cela. Il a descendu l'allée dans ma direction, laissant sa fiancée seule à l'autel. Le visage d'Inès est passé du blanc au rouge. Julien, qu'est-ce que tu fais? Il est arrivé à ma rangée et je me suis levée automatiquement, les jambes tremblantes. De près, je pouvais voir l'émotion dans ses yeux. La joie, le soulagement, l'incrédulité, tout se mélangeait. C'est vraiment toi, dit-il doucement, bien que le micro ait quand même capté sa voix. On te cherche depuis 6 ans. Antoine est devenu fou à essayer de te retrouver. Ma voix n'était qu'un murmure. Julien, je ne savais pas que tu étais le marié. Derrière lui, Inès avait commencé à descendre l'allée, son voile flottant derrière elle comme un étendard de guerre. Quelqu'un peut me dire ce qui se passe? Julien, on est au milieu de notre mariage. Julien s'est finalement tourné pour s'adresser à la foule, sa voix forte et claire. Cette femme, Chloé Moreau, est la fille de Gérard Moreau, le fondateur du groupe Moreau. Elle est l'une des héritières de l'une des plus grandes fortunes de ce pays. Les hoquets de surprise furent audibles. J'ai vu le visage de Mélanie devenir livide. Nathalie resta bouche bée. D'autres invités tapaient frénétiquement sur leur téléphone, cherchant sans aucun doute des informations sur ma famille. À notre table, Élise me fixait simplement avec une expression que je ne pouvais pas lire. Inès nous a rejoints, son visage parfaitement maquillé tordu par la rage. Tu as menti. Tu es venue à mon mariage en te faisant passer pour une pauvre fille. J'ai alors retrouvé ma voix, calme malgré mon cœur qui battait la chamade. Je n'ai jamais menti, Inès. Je n'ai jamais dit à personne qui j'étais. Tu as supposé.
Tu m'as jugé sur ma robe et tu as décidé que j'étais inférieure à toi. C'était ton choix, pas le mien. C'est de la folie. Inès s'est tournée vers Julien, le désespoir perçant dans sa voix. Elle essaie de gâcher notre mariage. Une fille jalouse qui... Ce n'est plus ton mariage, l'interrompit Julien, sa voix froide d'une manière que je ne lui avais jamais entendue. Parce que je ne t'épouse pas, Inès. La foule a éclaté en chuchotements choqués. Inès a reculé comme si elle avait été giflée. Quoi? Julien, tu ne peux pas. Il y a 300 invités. Nos familles ont des contrats. Tu ne peux pas. Je peux, et je le fais. Julien a retiré la bague de son doigt et la lui a tendue. J'essaie de trouver un moyen de me sortir de ça depuis des mois. Nos parents ont arrangé ce mariage pour une fusion d'entreprises. Je ne t'ai jamais aimé, Inès. J'ai tenté de rompre les fiançailles 3 fois. À chaque fois, ton père a menacé de détruire mon entreprise. Il s'est retourné vers la foule, s'adressant à tout le monde. J'ai finalement accepté d'aller jusqu'au bout ce matin parce que j'étais fatiguée de me battre. Je pensais que je pourrais peut-être apprendre à vivre avec. Mais ensuite, j'ai vu Chloé, assise au fond, dans cette magnifique robe simple, étant elle-même sans prétention ni comédie, et je me suis souvenu de ce à quoi ressemble la vraie bonté. Inès pleurait maintenant, son mascara coulant, mais il y avait plus de colère que de tristesse dans ses larmes. Comment oses-tu m'humilier comme ça? Pour elle? Elle n'est rien, juste une pauvre fille qui joue à la princesse. Elle vaut 100 fois mieux que toi, dit Julien calmement. Et elle n'a pas besoin d'argent pour le prouver. C'est alors que Julien a sorti son téléphone. Je t'observe depuis 6 mois, Inès. J'ai vu qui tu es vraiment quand tu penses que personne d'important ne regarde. Il a tapoté son écran et soudain, les grands écrans qui diffusaient des photos romantiques du couple sont passés à des séquences vidéo. La première vidéo montrait Inès hurlant sur l'organisatrice du mariage, la traitant d'incompétente et de stupide, faisant fondre la femme en larmes. La deuxième la montrait jetant un morceau de gâteau au visage du pâtissier parce que l'échantillon n'était pas assez parfait. La troisième était une séquence d'un gala de charité où Inès riait avec des amis au sujet des « pauvres qui ne connaissent pas leur place ». Et puis est arrivée la dernière vidéo, datant du jour même. On y voyait Inès et ses demoiselles d'honneur, y compris Mélanie, réunies dans la suite nuptiale. Inès leur montrait la photo qu'elle avait prise avec moi, et leur conversation a été capturée clairement. « Vous avez vu le cas social qu'Élise a ramené ?» La voix d'Inès a retenti dans les haut-parleurs. Je me suis assurée qu'elle est la pire table. Et cette robe? Je poste ça partout. Mes abonnés vont adorer. La voix de Mélanie. On devrait même la laisser rester? Elle gâche l'esthétique. Inès, en riant. Laissez-la rester. Ça nous fera paraître encore plus belle en comparaison. Et puis, humilier les pauvres, c'est du bon contenu. La vidéo s'est terminée. Le silence dans le jardin était assourdissant. J'ai vu le visage d'Inès se décomposer. Mélanie avait l'air de vouloir que le sol s'ouvre sous ses pieds. Autour de nous, les invités chuchotaient, certains semblant dégoûtés, d'autres enregistrant tout avec leur téléphone. Tout cela allait se retrouver sur les réseaux sociaux en quelques minutes. Mais je n'avais pas fini. Je me suis avancée, la voix ferme et claire. Vous m'avez jugé sur une robe, vous m'avez traité de cas social, de personne, de quelqu'un d'inférieur à vous. Vous vous êtes moqué de moi, vous avez posté des choses sur moi en ligne, vous avez essayé de m'humilier devant des centaines de personnes. J'ai fait une pause, regardant droit dans les yeux d'Inès. J'aurais pu arriver ici couverte de diamants et vêtue d'une robe de grand couturier. J'aurais pu annoncer qui j'étais dès l'instant où je suis entrée, mais j'ai choisi de ne pas le faire. Parce que je voulais voir qui sont vraiment les gens quand ils pensent que vous êtes inférieur à eux. J'ai sorti mon propre téléphone.
J'ai enregistré chaque insulte, chaque rire, chaque commentaire cruel. Et j'ai des avocats qui seraient très intéressés par votre diffamation et votre harcèlement. Je me suis tournée vers Mélanie. Et votre employeur, cette agence de marketing dont vous êtes si fier. Ils ont une politique anti-harcèlement très stricte, n'est-ce pas? Je me demande ce qu'ils penseraient de ces images. Le visage de Mélanie est devenu blanc. Je suis désolée. Je ne le pensais pas. Si, vous le pensiez, l'ai-je interrompu. Vous pensiez chaque mot. Vous ne pensiez simplement pas qu'il y aurait des conséquences. Le père d'Inès s'est précipité vers nous, un homme corpulent au visage rouge. C'est scandaleux, Julien. Nous avons des contrats, des accords. Vous ne pouvez pas simplement partir. Regardez-moi faire, a dit simplement Julien. Poursuivez-moi en justice si vous voulez. J'ai des documents qui prouvent que ce mariage a été forcé par des menaces commerciales. Mes avocats vont se régaler avec votre tentative d'extorsion. Il a regardé la foule. Je m'excuse auprès de vous tous de vous avoir fait perdre votre temps aujourd'hui, mais je ne passerai pas ma vie avec quelqu'un qui traite les gens comme des ordures. J'ai fait beaucoup de choses pour bâtir mon entreprise, mais épouser quelqu'un avec un cœur aussi laid n'en fait pas partie. Inès s'est jetée en avant, essayant de me gifler, mais la sécurité, qui se tenait à l'écart sans savoir quoi faire, est finalement intervenue. Ils l'ont retenue alors qu'elle hurlait des obscénités. Son image de mariée parfaite était complètement brisée. Son maquillage coulait, son voile était déchiré dans la lutte, son visage tordu par la rage. Vous le regretterez, nous a-t-elle crié à tous les deux. Vous deux, je vous détruirai. Mon père vous détruira. Votre père peut toujours essayer, a dit calmement Julien. Mais je pense qu'il sera trop occupé à gérer la crise de nerfs publics de sa fille. Regarde autour de toi, Inès. Tout le monde filme. D'ici ce soir, tu seras en tendance sur les réseaux, et pas de la manière que tu souhaites. Il avait raison. Des dizaines de téléphones étaient sortis, capturant chaque instant. Ce n'était pas juste un mariage annulé. C'était un désastre médiatique en temps réel. Élise s'est enfin levée, son visage un mélange de blessure et de confusion. Chloé, c'est vrai? Tu es vraiment une Moreau, comme dans le groupe Moreau? Je me suis tournée vers elle, j'ai vu la trahison dans ses yeux, et mon cœur s'est un peu brisé. Oui, mais Élise, j'ai quitté ce monde il y a 6 ans parce que je voulais de vrais amis. Des gens qui m'aiment pour moi, pas pour mon compte en banque. Tu es ma meilleure amie parce que tu me vois, moi. Juste Chloé. La fille qui pleure devant les vidéos de chatons et qui est incapable de cuisiner un plat correct. La fille qui t'a aidé à déménager 3 fois et qui est restée éveillée toute la nuit quand tu avais la grippe. C'est ça, qui je suis. L'argent ne change pas ça. Mais tu m'as menti pendant 2 ans, dit Élise d'une petite voix. Je n'ai pas menti. Je ne t'ai juste pas dit quelque chose que je ne voulais pas qui me définisse. Je lui ai pris la main. Je suis toujours la même personne que ce matin, la même personne qui est ton amie. L'argent ne change pas qui je suis, mais le savoir change la façon dont les gens me traitent. Tu l'as vu toi-même aujourd'hui. À la seconde où les gens l'ont su, tout a basculé. Élise est restée silencieuse un long moment, en train d'assimiler. Puis elle m'a serré la main. C'est quand même toi qui paies le prochain café. Les riches doivent payer. J'ai ri, un immense soulagement m'envahissant. Marché conclu. Autour de nous, le mariage avait sombré dans un chaos total. La famille d'Inès avait des discussions animées avec les avocats de Julien, qui étaient apparemment en attente. Les invités partaient par petits groupes, déjà au téléphone pour répandre la nouvelle. Les demoiselles d'honneur avaient disparu, essayant probablement de se distancier du désastre. Le personnel du mariage se tenait là, incertain, ne sachant pas s'il devait commencer à nettoyer ou à attendre des instructions.
Julien a touché doucement mon coude. Chloé, est-ce qu'on peut parler en privé? J'ai jeté un coup d'œil à Élise, qui a hoché la tête. Je t'attendrai près de la voiture. Prends ton temps. Julien m'a entraîné loin du chaos, vers un coin tranquille du jardin où des rosiers grimpaient sur un treillage blanc. Pendant un instant, nous sommes restés là, les bruits de la fête de mariage en décomposition nous parvenant de loin. Je ne t'ai jamais oublié, a finalement dit Julien. Même quand tu n'étais que la petite sœur d'Antoine qui se cachait dans la bibliothèque, je te trouvais gentille, authentique, vraie. Tout ce que ce monde n'est pas, il a souri tristement. Quand tu as disparu, Antoine et moi avons tous les deux essayé de te retrouver. Détective privé, tout. C'est comme si tu t'étais volatilisé. Il le fallait, ai-je dit doucement. Je me noyais dans cette vie, Julien. Les attentes, l'hypocrisie, la façon dont tout le monde voulait quelque chose de moi. J'avais besoin de découvrir qui j'étais sans le nom Moreau qui me collait à la peau. Et tu as trouvé? J'ai pensé à mon petit studio, à mon travail en freelance, à mon amitié avec Élise, à la vie tranquille que je m'étais construite. Oui, je suis heureuse, Julien. Vraiment heureuse. Je n'ai pas grand-chose, mais ce que j'ai est vrai. Il a hoché la tête lentement. Je t'envie. J'ai bâti un empire, mais en chemin, je me suis perdue. Quand le père d'Inès a menacé mon entreprise, j'ai sérieusement envisagé d'épouser quelqu'un que je n'aimais pas juste pour protéger mes affaires. Qu'est-ce que ça dit de moi? Ça dit que tu es humain, ai-je répondu. On fait tous des compromis parfois, mais tu n'es pas allé jusqu'au bout. Et ça compte. On fait tous des compromis parfois, mais tu n'es pas allé jusqu'au bout. Et ça compte. Julien s'est tourné complètement vers moi, son expression sérieuse. Chloé, je sais que le moment est terrible. Je viens de planter mon propre mariage. Tu dois me prendre pour un fou et on ne s'est pas vu depuis 7 ans, mais est-ce que je peux t'inviter à dîner? D'égal à égal. Pas comme l'ami de ton frère ou le type pour qui tu avais le béguin. Tu savais pour ça? Mon visage s'est empourpré. Il a ri. Le premier rire sincère que je lui avais entendu de la journée. Antoine me l'a dit des années plus tard. Que j'étais un idiot de ne pas l'avoir remarqué. Son expression s'est adoucie. J'aimerais apprendre à connaître la femme que tu es devenue, Chloé. La vraie toi, pas la version héritière. Me donnerais-tu cette chance? J'ai regardé cet homme qui venait de sacrifier une fusion d'entreprise, de risquer sa société et de s'humilier publiquement, tout ça parce qu'il ne pouvait pas épouser une personne cruelle, qui m'avait défendu sans que je ne le demande, qui m'a regardé dans ma simple robe bleu poudrée comme si je portais une robe de bal. C'est toi qui paies, ai-je dit avec un sourire. Tu viens d'échapper à un mariage hors de prix. Tu peux bien te permettre un dîner. Le sourire qu'il m'a adressé en retour valait tout l'or du monde. C'était il y a 6 mois. Les retombées ont été, comme l'avait prédit Julien, spectaculaires. Les réseaux sociaux d'Inès ont en effet explosé, mais pas comme elle le voulait. Les vidéos de sa cruauté sont devenues virales. Elle a perdu ses sponsors, ses abonnés et tout respect. L'entreprise de son père a subi un coup dur quand ses tactiques d'extorsion ont été révélées. Aux dernières nouvelles, elle avait déménagé en Europe pour échapper au scandale. Mélanie a été licenciée de son agence de marketing dans la semaine qui a suivi, quand les images de son harcèlement sont devenues publiques. Les autres demoiselles d'honneur ont discrètement supprimé leur compte sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vis toujours dans mon modeste appartement, je fais toujours du graphisme, mais maintenant, j'ai renoué ouvertement avec ma famille. Antoine pleure chaque fois qu'il me voit. Des larmes de joie, mais c'est quand même agaçant. Mon père respecte mon choix de vivre simplement, bien qu'il insiste pour payer ma mutuelle, car ce n'est pas négociable. Julien et moi sortons ensemble. C'est une relation lente, sincère,
basé sur qui nous sommes vraiment plutôt que sur ce que le monde attend de nous. Il a vendu la moitié de son entreprise et a lancé une association qui aide les jeunes entrepreneurs issus de milieux défavorisés, des gens comme lui à ses débuts. Je l'aide en m'occupant de la conception graphique. Élise est toujours ma meilleure amie. Nous gérons notre petite agence de design ensemble maintenant, et elle ne manque jamais de me rappeler le jour où elle a découvert que son amie fauchée était en fait une milliardaire secrète. Elle en fait des blagues constamment, et c'est exactement pour ça que notre amitié fonctionne. La leçon dans tout ça, ne jugez jamais quelqu'un sur son apparence. Cette personne, dans son coin pourrait être la personne la plus puissante de la pièce. Et plus important encore, la vraie classe n'a rien à voir avec l'argent. Elle a tout à voir avec la façon dont vous traitez les gens quand vous pensez que personne d'important ne regarde. Parce que quelqu'un regarde toujours. Et parfois, ce quelqu'un est sur le point de devenir la personne la plus importante de votre vie. Si cette histoire vous a appris quelque chose, que ce soit ceci, la gentillesse ne coûte rien, mais la cruauté coûte tout. Appuyez sur le bouton « J'aime » si vous avez apprécié cette histoire. Abonnez-vous pour d'autres récits incroyables, et commentez ci-dessous. Vous a-t-on déjà sous-estimé? Comment leur avez-vous prouvé qu'ils avaient tort? Merci d'avoir regardé. Je suis Chloé, et souvenez-vous, la meilleure vengeance est de devenir la meilleure version de vous-même pendant que les autres s'acharnent à vous détruire.